Sommaire de cette seconde partie, l'UNEF et ses réunions non mixtes préoccupent une grande partie des députés. Pas moins de 2 questions seront posées cet après-midi dans l'hémicycle, et notamment par la députée Modem Isabelle Florennes, vous l'entendrez. La crise sanitaire, toujours au centre des débats. La question des écoles et plus largement la stratégie retenue par l'exécutif sera au cœur de cette séance. Voilà donc les 2 sujets à l'ordre du jour de cette séance de questions au gouvernement. On en débat tout de suite dans Questions d'actu. Et on en débat avec Élodie Jacquier-Laforge. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes députée Modem et démocrate apparentée de l'Isère. Et puis Régis Juanico, bonjour, bienvenue, député apparenté au groupe socialiste et apparenté de la Loire. Alors vous le savez, sur LCP, nous allons aussi à la rencontre des citoyens pour savoir quelles questions, eux, ils auraient posées s'ils étaient dans l'hémicycle cet après-midi. Je vous propose d'entendre Guillaume. Il est agriculteur en Seine-Maritime. Il est au micro de Rabika. Merci. La parole est comme... Bonjour, je m'appelle Guillaume Cabot, donc j'ai 32 ans, je suis agriculteur dans le Pays de Caux en Seine-Maritime. Je suis vice-président des jeunes agriculteurs en charge du dossier économie et territoire. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup des états généraux de l'alimentation. J'arrive encore de temps en temps à vendre à perte sur mon exploitation agricole. Quand est-ce que, avec cette loi, on pourra respecter les indicateurs de coûts de production afin d'améliorer la rémunération des agriculteurs ? Élodie Jacquier-Laforge, est-ce que vous pouvez rassurer Guillaume? Pour lui, la loi Egalim, elle n'a pas encore porté vraiment ses fruits. Alors c'est une question effectivement qu'il pose, mais je suis en contact très régulièrement avec les agriculteurs aussi sur ma circonscription, et c'est un sujet qui est remonté. Et effectivement, on voit bien que y a encore des freins à la mise en application concrète de cette loi. Donc les objectifs, on les partage, puisque en plus ça a été fait avec les agriculteurs, avec les citoyens. Donc mieux rémunérer l'agriculteur. Pour l'instant, c'est toujours la grande distribution qui se fait des marges sur le dos des agriculteurs, si on comprend bien. Les difficultés, elles sont d'ordre pratique. On a la finalité, mais on voit bien que dès lors qu'on avance dans la législation, il existe encore des comportements, des détournements aussi de cette loi. Mais alors on fait quoi? On change la loi, on passe par décret, ou tout simplement on applique des sanctions plus dissuasives? Alors je pense qu'il faudrait aussi avoir un contrôle encore plus strict, renforcé, relégiférer encore. Je pense qu'on légifère beaucoup. Il faut quand même laisser le temps que les dispositifs se mettent en place. Et puis, il faut aussi qu'on rentre dans cette culture de l'évaluation et qu'on puisse se fixer des rendez-vous et à des dates précises, fixées, qu'on puisse évaluer les dispositifs. Et effectivement, s'il faut les renforcer, que ce soit au niveau des sanctions, que ce soit aussi vraiment la loi qui nécessite d'être modifiée, alors à ce moment-là, faisons-le, mais faisons-le avec les acteurs aussi. Régis Juanico, qu'est-ce que vous préconisez pour rétablir de meilleures relations et surtout plus équitables entre agriculteurs, intermédiaires et grande distribution? La loi Egalim a été votée il y a 2 ans et force de constater qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Et la déception est grande. On le voit avec les manifestations d'agriculteurs sur nos territoires. Le prix est toujours pas rémunérateur aujourd'hui, alors que les coûts de production de matières premières ne cessent d'augmenter. Ils sont pas répercutés sur les prix. Et puis on voit aussi que la guerre des prix, y compris avec la grande distribution, a repris. Et aujourd'hui, ceux qui sont plutôt confortés, c'est les marges de la grande distribution. Alors oui, ce qu'il faudrait, alors sans aller vers une nouvelle loi, bien évidemment, ce serait de regarder quel dispositif réglementaire le gouvernement pourrait prendre pour qu'aujourd'hui on ait des mesures fortes pour interdire tout simplement l'achat de denrées agricoles en dessous de leur coût de production, et si c'est pas respecté, avec des sanctions lourdes. Parce que c'est ce qui est prévu dans la loi, effectivement, à ce moment-là, plus de contrôle, plus de sanctions. Exactement. Vous préconisez le même remède. Il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. Alors on retourne tout de suite dans l'hémicycle à présent pour retrouver Clément Méric. Clément, de quoi va-t-on parler cet après-midi lors de la séance de questions au gouvernement? Eh bien Brigitte, c'est une séance qui risque d'être assez animée autour, bien entendu, de la crise sanitaire. Pas moins de 10 questions attendues sur le sujet, avec 2 angles d'attaque, a priori, pour l'opposition. Un angle assez large qui va cibler à la fois les nouvelles mesures, leur efficacité, ces mesures entrées en vigueur dans 16 départements ce week-end, et puis la façon dont ces mesures ont été communiquées au grand public par le gouvernement, communication jugée hésitante par l'opposition. Et puis un angle d'attaque plus ciblé, on peut dire, sur la stratégie vaccinale, alors qu'Emmanuel Macron a décidé d'accélérer
resserré sur ce sujet. Il a annoncé ce matin que les plus de 70 ans pourront être vaccinés plus tôt que prévu dès samedi prochain. Mais ici, à l'Assemblée, certains groupes de politiques veulent aller plus vite, plus loin, en élargissant les publics éligibles au vaccin, notamment aux enseignants dans les écoles. À noter que les Républicains vont aussi interroger le gouvernement sur ce carnaval sauvage qui s'est tenu ce week-end dans les rues de Marseille, et que du côté du PS, on va interpeller le gouvernement sur la situation sanitaire dans les écoles, alors que beaucoup de classes ferment ces derniers jours à cause du Covid. Il y aura d'autres thèmes abordés cet après-midi, Clément ? Oui, notamment la question de l'UNEF, avec deux questions, l'une posée par les Républicains, l'autre par le MoDem. La présidente du syndicat étudiant a reconnu récemment que son organisation tenait de temps à autre des réunions dites non mixtes, non ouvertes aux Blancs, et cela est jugé raciste par la droite qui réclame la dissolution du syndicat étudiant. Et puis une autre question portera sur les négociations commerciales qui viennent de se terminer entre les agriculteurs et la grande distribution, et dont le bilan n'est pas vraiment bon pour les agriculteurs. Merci Clément Méric pour ces précisions. Il y a quelques jours, la présidente de l'UNEF, le syndicat étudiant classé à gauche, admettait sur Europe 1 que son syndicat organisait des réunions non mixtes, anti-blancs. Alors Isabelle Florennes, députée MoDem et démocrate apparentée des Hauts-de-Seine, compte interpeller le gouvernement là-dessus cet après-midi. Et elle est justement à votre micro, Stéphanie Despierres. Isabelle Florennes, qu'allez-vous demander au gouvernement ? Moi, j'ai posé une question à Jean-Michel Blanquer, à savoir comment est-ce possible que des associations puissent pratiquer le séparatisme actuellement, notamment quand on voit le cas de l'Union française, l'Union nationale, l'UNEF plus exactement, et les déclarations récentes de sa présidente sur la pratique de réunions racistes, on va dire, qui séparent notamment les blancs et les noirs. Comment c'est possible que des associations subventionnées par de l'argent public puissent pratiquer tout simplement ce genre de choses et ce genre de rassemblement. Donc, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement ? Qu'est-ce que vous attendez du ministre ? Moi, j'attends du ministre qu'il me dise comment il compte lutter contre de telles dérives, comme j'ai dit, discriminantes, racistes. Nous sommes cette semaine dans la semaine de l'éducation à l'antiracisme et à l'antisémitisme dans les écoles. Et donc, ça me semble être d'actualité. Et puis, à l'actualité des propos de la présidente de l'UNEF qui mettent cette question, je pense, en première position tout à l'heure. Merci, on écoutera la réponse du gouvernement. Merci Stéphanie Despierres. Élodie Jacquier-Laforge, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce qu'on pourrait appeler une dérive peut-être de l'UNEF ? Écoutez, les propos qui ont été tenus sont extrêmement choquants. Qu'on puisse effectivement exclure de réunion des personnes pour telle ou telle raison, que ce soit effectivement leur apparence, ça pourrait être la religion, c'est effectivement inadmissible. Donc on va voir effectivement ce que va nous répondre le ministre, parce qu'il faut vraiment qu'on puisse là aussi avoir une vision de la réalité. Et il y a Mélanie Luce qui est à l'écran là et qui est donc la présidente de l'UNEF. C'est elle qui s'est exprimée sur Europe 1. Je vous laisse finir. Oui, et donc du coup qu'on ait vraiment la réalité de ce qui se passe, qu'on sache exactement. Il faut d'abord qu'on ait un vrai état des lieux qui soit fait, et qu'ensuite on puisse savoir, une fois qu'on aura fait ce bilan-là, qu'est-ce qu'on entreprend, parce qu'effectivement, ça n'est pas admissible. Mais si c'est une forme de discrimination, c'est déjà prévu dans les textes de loi, non ? On ne peut pas poursuivre éventuellement la présidente de l'UNEF ou l'organisation ? À ce moment-là, il faut effectivement engager des poursuites qui seront dans un cadre d'une enquête, et d'avoir aussi le cas précis, les propos qu'elle a tenus, les réunions qui ont pu être tenues, mais elle est présidente. Oui, mais elle est présidente, mais c'est pas elle seule qui a tenu ces réunions aussi. Donc il y a effectivement ces propos, et puis la réalité de ce qui se passe aussi dans ces réunions. Quel est votre avis, vous, Régis Juanico, sur ces propos tenus par Mélanie Luce ? On sait qu'à gauche, il y a des divisions sur ce sujet. Et certains disent finalement, il y a des réunions, ce que disait Adrien Quatennens par exemple, il y a des réunions qui sont réservées aux femmes. Ce sont des groupes d'écoute. Il ne faut pas confondre les groupes d'écoute et puis des réunions non mixtes, racisées, comme certains l'entendent. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Bien sûr. Et je pense qu'il faut résister à l'emballement et aux pièges qui nous sont tendus par l'extrême droite et la droite extrême. Et ce qui est très étonnant, c'est quand ces pièges-là sont épousés par des ministres de la République, comme M. Blanquer, qui parle de fascisme,
Madame Vidal qui parlait d'islamo-gauchisme dans une polémique complètement stérile il y a quelques jours. Vous minimisez finalement sur Trappes, il y a quelques jours aussi, on voulait démettre un maire qui est républicain. Enfin bon, on va où là ? Moi, j'ai été à l'UNEF-ID dans les années 90. On a signé une tribune ce matin avec 400 responsables de l'UNEF pour dire non à la dissolution d'un syndicat étudiant. Aujourd'hui, en plus, avec la crise que connaît aujourd'hui l'enseignement supérieur et les étudiants. Mais juste pour comprendre, pour vous, ce ne sont pas des réunions non mixtes, racisées, anti-blancs. Toute l'histoire de l'UNEF a toujours été républicaine, émancipatrice. Est-ce que c'est le même UNEF que celui que vous avez connu ? Je ne dis pas que j'épouse toutes les modalités d'action de l'UNEF actuelle. D'accord ? On est bien d'accord. Par contre, prendre le prétexte de quelques réunions ponctuelles, de groupes de parole, où ce sont des femmes victimes de discrimination qui parlent entre elles, où ce sont, par exemple, des LGBT sur la question de l'homophobie, ou des personnes victimes de discrimination, je trouve que là, on est dans un délire complet. On est dans un délire complet. Demander une dissolution d'un syndicat étudiant, aujourd'hui. Mais pour autant, ce qui s'est passé à l'IEP de Grenoble, vous en parliez à l'instant, des professeurs qui ont été accusés d'islamophobie. Il y a les noms des professeurs qui ont été mis sur le devant d'école. Un certain nombre d'actions aujourd'hui du syndicat, mais c'est pas aujourd'hui le prétexte pour remettre en cause aujourd'hui la légitimité républicaine d'un syndicat étudiant. Et franchement, là-dessus, on a bien d'autres sujets à s'occuper. On n'a pas entendu Olivier Faure. Je sais qu'il y a un bureau national qui se tient ce soir, il me semble. Vous souhaitez qu'il s'exprime, Olivier Faure, sur cette question? Oui, comme tous ceux qui ont été militants ou responsables à un moment donné de l'UNEF et qui sont fiers de cette histoire-là et des conquêtes sociales et pour le droit des étudiants, les droits matériels et moraux que nous avons obtenus durant 100 ans d'histoire. Donc on ne va pas balayer 100 ans d'histoire aujourd'hui avec une polémique qui est complètement stérile. Vous nous disiez, Elodie Jacquier-Laforge, qu'il faudrait peut-être poursuivre en justice, en tout cas voir ce qu'il était possible de faire face à ces propos que vous avez jugés choquants. Vous iriez jusqu'à la dissolution de l'UNEF? Certains en parlent. Est-ce que c'est votre point de vue? Alors moi, en tant que députée de l'Isère, je ne peux pas vous dire juste, c'est ce que je vous disais, sur des propos qui ont été tenus par une présidente, est-ce qu'il faut dissoudre, pas dissoudre? Je pense qu'effectivement, il faut aussi garder son sang-froid et avoir aussi ce réflexe de se dire que quand effectivement il y a un emballement médiatique autour d'un sujet avec des positions extrêmes qui se mettent en avant, et il faut prendre le temps c'est pour ça que c'est ce que je vous disais, de voir la réalité au-delà des propos qui peuvent être tenus. Quelle est la réalité derrière ça? Donc, on peut pas faire des procès médiatiques de façon presque quotidienne. Je pense qu'il faut justement, parce qu'on est dans un cadre de crise sanitaire mondiale où on a besoin d'énergie pour se consacrer à la santé des Français et de nos concitoyens. Donc, ces polémiques-là, elles doivent être soit travaillées vraiment, on travaille le sujet et on voit s'il y a un sujet pour polémiquer ou pas. Mais en tout cas, il faut arrêter, me semble-t-il, de monter tout ça en épingle, parce que finalement, c'est ce que disait M. Janicot, c'est pour fracturer notre société, c'est pour attiser les différences. Mais monter en épingle, est-ce que quand Jean-Michel Blanquer parle de fascisme, dérive fasciste, ou est-ce que quand Frédérique Vidal lance une enquête pour y voir plus clair sur un présumé islamo-gauchisme à l'université, est-ce que ça c'est une façon de monter en épingle les choses? C'est-à-dire que si vous êtes dans ce jeu d'affrontement comme ça, à un moment donné, il faut poser les choses, voir quelle est la réalité. Et c'est pas moi, en tant que parlementaire de l'Isère, qui va pouvoir vous dire quelle est la réalité dans les facs en France. Faire la lumière finalement bien sûr, et de savoir de quoi on parle. Savoir de quoi on parle, ça vous va vous aussi, Régis Janicot? Oui, mais le racisme, c'est l'antithèse de l'UNEF et de son histoire. Donc arrêtons de faire de faux procès. Et aujourd'hui, ramenons les faits à leur juste mesure. Aujourd'hui, il y a un emballement qui est destructeur pour notre démocratie et pour la République, je le dis. Et ceux qui en tirent le profit aujourd'hui, regardez du côté de Marine Le Pen. C'est la division. La crise sanitaire, on va en parler à présent. Elle est et elle sera évidemment encore au cœur de la séance cet après-midi. Plusieurs députés interpelleront le ministre de la Santé. C'est le cas notamment de Sabine Rubin. Elle est députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et elle est à votre micro, Elsa Mondingava. Que va-t-elle demander au gouvernement ? Eh bien, c'est ce qu'on va lui demander, Madame Rubin. Qu'attendez-vous du gouvernement? Vous avez un avis plutôt critique sur la gestion de la crise.
Oui, la gestion de la crise est à peu près la même depuis le début, c'est-à-dire tout à fait erratique, au coup par coup, à la petite semaine, au regard, en fonction, au gré de la circulation du virus. Vous voyez, ça suffit là, ça suffit. Je pense qu'il faut changer de logique. Il faut avoir une logique un peu plus stratégique. Comprendre que cette crise, on ne va pas en sortir comme ça à la petite semaine avec des confinements, des reconfinements, des déconfinements. Enfin, on n'y comprend plus rien. Et qu'est-ce que vous allez demander concrètement ? Je vais reproposer les mesures que nous, du groupe La France Insoumise, nous proposons depuis le mois de septembre-octobre, c'est-à-dire d'avoir une réflexion un peu globale sur cette crise, à la fois sur le plan de la vaccination. Moi, je remarque que pour l'instant, la France, avec l'Europe, préfère l'OMC à l'OMS. Vous voyez, si on pouvait avoir plus de vaccins, ça nous éviterait d'avoir une stratégie vaccinale au coup par coup. Bon, là, j'apprends que les profs, tant mieux, mais il y a encore les parents. Il n'y a pas que les profs qui se contaminent. Vous voyez, tout ça, c'est le fouillis, quoi. Et quand on voit la situation européenne avec des pays voisins qui reconfinent aussi, qui ont aussi de gros problèmes dans les réanimations, est-ce que vous vous dites pas, bon, finalement, la situation, elle est difficile partout ? Mais en effet, je pense que tout le monde patauge. C'est ça qui m'inquiète. D'ailleurs, cette pandémie vient effectivement d'un manque de prudence. On ne sait pas comme si on n'était pas averti. Et elle est gérée dans la même imprudence. Et ça n'est pas que la France. C'est effectivement la logique actuelle qui fait qu'on ne peut plus anticiper, qu'on n'est pas prudent, qu'on n'a pas une vision globale ni stratégique. Et ce qui est vrai pour la France, c'est un peu vrai pour les autres pays. Et c'est dommage que la France, puisque nous portons des propositions, ne les entende pas, ni même ne les critique. Eh bien, écoutez, on écoutera ce que le gouvernement répond à votre demande d'anticipation et de stratégie globale. Alors voilà une des questions sur la crise sanitaire. Il y en aura bien d'autres, et notamment sur le cas des écoles. Et c'est Jean-Louis Bricout, le député socialiste et apparenté de l'Aisne, qui va questionner Olivier Véran. Il est avec vous, Stéphanie Despierres. Jean-Louis Bricout, qu'est-ce que vous allez demander au gouvernement cet après-midi ? Alors, ce qu'on va demander, c'est d'accélérer les tests salivaires dans les écoles et d'accélérer la vaccination pour les enseignants. On estime tout simplement qu'il y a urgence. On a des taux d'incidence qui sont autour de 500, alors qu'en France, on est à 250. On a aussi des personnels qui n'ont pas accès au télétravail, alors que la majorité des employés, eux, ont accès au télétravail pour les protéger. Alors Emmanuel Macron a annoncé ce matin le lancement d'une campagne de vaccination des enseignants mi-avril. Est-ce que ça vous satisfait ? Oui, on nous parle de mi-avril, fin avril. Non, ça ne satisfait pas. Je crois qu'on est vraiment aujourd'hui dans l'urgence. C'était réclamé déjà depuis un certain temps. On a aujourd'hui des vaccins dans les frigos. On a une armée, le gouvernement vient de se rendre compte qu'on avait une armée presque disponible pour aider à la logistique, pour la vaccination. Voilà, et aujourd'hui, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de l'action et de la réaction surtout. Même dans les départements les plus touchés, le gouvernement maintient les écoles ouvertes. Il en fait un angle important de sa stratégie. Est-ce que vous partagez cette position ? Moi, je la partage complètement et je crois qu'elle est partagée par quasiment toute la population. Sauf qu'il y a effectivement, je vous le disais, il y a un taux d'incidence qui est quand même élevé et qu'on a une obligation, enfin ça nous oblige quelque part de protéger le personnel de l'éducation nationale. Merci beaucoup pour vos précisions et puis on va voir la réponse du gouvernement dans l'hémicycle. Merci Stéphanie Despierres. Élodie Jacquier-Laforge, vous avez entendu Jean-Louis Bricout. Est-ce qu'effectivement il faut avoir un œil plus particulier sur les écoles ? Certains disent aussi qu'il faudrait dédoubler les classes en primaire et au collège. La question, elle commence à se poser peut-être avec les taux d'incidence qu'on voit ? Alors après, il faut effectivement suivre la situation. Après, il y a quand même d'ores et déjà des protocoles qui sont très stricts dans les écoles. Vous le savez, les enfants ils portent le masque dès le CP toute la journée. Ils ne l'enlèvent que pendant les temps de restauration. Les temps de restauration, ils sont adaptés en fonction des écoles. Vous savez, il n'y a pas une école qui est faite comme une autre. Donc, soit ils peuvent manger dans la salle de restauration, soit ils restent dans leur classe. On demande même aux parents qui le peuvent de reprendre leurs enfants sur la pause du déjeuner. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Après, effectivement, on voit qu'il y a encore un taux d'incidence qui est très important. Moi, j'ai envie de poser la question, si on vaccine les enseignants, alors qui on ne va pas vacciner ? Est-ce que c'est les plus de 75 ans ? Est-ce que c'est les personnes qui présentent un taux des signes de comorbidité importants, les soignants. Enfin, je veux dire, on gère la pénurie. Donc, et là, on peut mener les deux en parallèle, parce que le président de la République a annoncé donc mi-avril, fin avril, la vaccination pour les enseignants. J'entends bien, mais c'est parce qu'effectivement, il faut
avoir le nombre de vaccins. Donc garder la priorité pour les personnes les plus âgées, c'est ça les plus fragiles. La stratégie. On le sait, toute la stratégie, elle est sur cette volonté de protéger ceux qui, s'ils attrapent le virus, auraient des formes graves, voire décéderaient de cette maladie. Il est 14h54, nous sommes à 6 minutes des questions au gouvernement. Vous allez pouvoir suivre à 15h en direct et en intégralité sur LCP. Régis Juanico, comment ça se passe, vous, dans les écoles de votre circonscription? Est-ce que vous voyez effectivement des taux de contamination qui augmentent très fortement? Écoutez, l'école est pas à part la société. Enfin, je dirais, on a décidé, et c'est une décision forte, je la soutiens, de maintenir les écoles, les collèges et les lycées ouverts, avec des demi-jauges au lycée. Donc, ce qui serait bien déjà, c'est d'appliquer à peu près les mêmes mesures pour les élèves et pour les collégiens. Ah, vous appelez à étendre la mesure? Bien sûr. Jean-Michel Blanquer, il faut lui donner un bonnet d'âne parce qu'il confond taux de positivité et taux d'incidence, en disant depuis le début, le virus ne circule pas plus dans les écoles que dans le reste de la société. Enfin, il faut quand même protéger à la fois les enseignants, on est quand même dans des classes à 25 ou 30, s'il y a du brassage, c'est évident, et puis, bien évidemment, les enfants. Une étude de l'Institut Pasteur montre que la présence d'un collégien ou d'un lycéen à la maison augmente de 30% la possibilité d'être infecté. Et c'est comme ça que j'ai été moi-même infecté au mois d'octobre par mes propres enfants. Mais donc il faut arrêter de nier la réalité. Et donc il ne faut pas se dire que cette spécificité française de maintenir les écoles ouvertes, c'est une bonne stratégie, les écoles ouvertes, mais avec des protocoles sanitaires renforcés et vacciner le plus vite possible. Moi, je les considère comme des publics prioritaires, les enseignants qui sont amenés à encadrer, au moins ceux qui sont volontaires, parce que de ce point de vue-là, Blanquer parlait de mai ou de juin. Là, on parle de mi-avril, le plus vite possible. Enfin, je veux dire, là, on est à 20 millions d'habitants qui sont dans un confinement tel qu'il a été décidé, avec des mesures. Mais là, on sait très bien que le Grand Est, la région Auvergne-Rhône-Alpes, chez moi, on a des taux qui sont en train d'exploser. Donc durcir dans les 16 départements, en tout cas, qui ont des mesures de freinage supplémentaires. On sait qu'on va avoir aujourd'hui une trentaine de départements qui risquent d'avoir des mesures strictes d'ici la fin de semaine. Bon, donc voilà, arrêter cette gestion erratique, on va dire, à la petite semaine, et avoir enfin des décisions qui soient à la hauteur des enjeux. Vous partagez un peu ce que disait Sabine Rubin, qui en avait un peu assez de ce stop and go, finalement, de ce manque de cap du gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Sabine Rubin ? Alors, je pense qu'on est collectivement dans un état d'exaspération très très important parce que on est touchés tous personnellement dans notre vie, dans notre travail, au quotidien par cette pandémie. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, vous voyez bien, le virus, il passe son temps à muter. Donc, effectivement, on est toujours en réaction et c'est extrêmement difficile d'avoir une stratégie qu'on pourrait maintenir sur le long terme. Sur la vaccination, la stratégie, c'est on vaccine les plus faibles. J'entends ce que dit Monsieur Juanico. Il faut aussi protéger, on est bien d'accord, les enseignants. Il ne s'agit pas de dire parce qu'on protège les plus faibles qu'on ne veut pas protéger les enseignants. Mais comme je le disais, on gère la pénurie. On priorise, quoi. On priorise. Avec les plus de 70 ans sans comorbidité, là, ça sera ouvert, c'est ce qu'a dit le président. Au fur et à mesure, le but, c'est que, bien évidemment, nous soyons tous vaccinés, en tout cas ceux qui le souhaitent, que tout le monde puisse être vacciné et qu'on puisse être collectivement protégés. Parce que vous le savez, la vaccination, elle protège celui qui est vacciné, mais bien évidemment, elle protège aussi, et on le sait maintenant, les autres. Donc je crois qu'il faut aussi être vraiment dans une dynamique collective, constructive, et de dire que chacun, on prend notre part dans cette période extrêmement difficile. Je trouve que c'est... on aimerait effectivement dire, voilà, c'est mi-avril, on sera tous vaccinés. Sauf qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres, et notamment ce virus qui mute. Et notamment le problème de dose aussi. Et le problème de dose de la fabrication. Et en plus, on a eu vraiment un travail extraordinaire, mais c'est très souvent souligné par les scientifiques, puisqu'on a pu avoir un vaccin en 1 an, 18 mois, ce qui est vraiment à l'échelle de l'humanité vraiment un exploit. On fait un petit détour par la salle des 4 colonnes pour retrouver à présent Stéphanie Despierres. Stéphanie, quelle est l'ambiance à 1 minute de cette séance des questions au gouvernement? Est-ce qu'on sait qui y aura sur le banc des ministres? Eh bien écoutez, aux 4 colonnes, beaucoup de journalistes aujourd'hui, beaucoup de députés pour réagir aux annonces ce matin d'Emmanuel Macron sur la vaccination. Et puis dans l'hémicycle, eh bien c'est toujours un député sur 2, c'est la jauge obligatoire. Les absents seront surtout sur le banc des ministres. Elisabeth Borne, vous le savez, la ministre du Travail est hospitalisée. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, est testée positive. Elle ne sera donc
donc pas ici. Agnès Pannier-Runacher, la ministre chargée de l'Industrie, elle est cas contact, pas donc au banc cet après-midi. Vous le voyez, l'épidémie se voit jusque dans l'hémicycle et dans les rangs du gouvernement. Merci Stéphanie Despierres. Régis Juanico, on voit les ministres qui sont touchés. Chez les députés, il y a moins de cas qu'il y a pu y avoir lors de la première vague où vous avez été fortement touchés. Lors de la première vague, de la seconde vague aussi au mois d'octobre et novembre. Et il faut maintenant sortir, je dirais, d'une forme de bricolage permanent, d'improvisation. On est 1 an après le début de la crise sanitaire. Quand Gabriel Attal dit le 3 mars, on va peut-être reprendre une vie à peu près normale à partir de mi-avril, on voit bien qu'on n'y sera pas. Donc je veux dire, il faut arrêter de procrastiner, comme l'a fait le président de la République depuis le début de l'année. Nous, on l'a dit dès le 31 décembre. Il faut monter en puissance, il faut des vaccinodromes. À l'époque, on nous a dit non, il en faut surtout pas. 35 vaccinodromes là qui vont être ouverts. Oui, on a des stades comme le stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne qui peuvent être utilisés comme d'autres stades. Voilà. Richard Ferrand qui traverse la salle des pas perdus. Et puis, bien évidemment, il faut aujourd'hui arrêter d'avoir une stratégie uniquement basée sur le fait d'avoir le nom en fonction du nombre de doses, parce que c'est comme ça. On gère effectivement la pénurie, je suis d'accord avec ma collègue. Et ben voilà, vous êtes d'accord à la fin de cette émission sur cette pénurie de vaccins. Vous reviendrez nous en parler et débattre ici. Merci Elodie Jacquier-Laforge. Merci Régis Juanico. Voilà Richard Ferrand qui arrive au perchoir pour présider cette séance de questions au gouvernement. Bonne séance à tous, on se retrouve juste après.